Donc cet après-midi, je vous remercie d'être tous là pour entendre parler d'un thème qui est cher aux pèlerins depuis le XIIe siècle. Vous allez voir, ça fait partie intégrante. Ça n'a pas l'air comme ça, on se dit Charlemagne, Saint-Jacques, qu'est-ce que ça a à voir? Et ça fait partie de la légende, de l'imaginaire du pèlerinage. On sait évidemment, on dit toujours que Charlemagne a pratiquement créé toutes les églises que l'on connaît, hein. Mais nous avons un premier texte des années donc 1080-1090, à la fin du XIe siècle, qui nous raconte la découverte du tombeau de Saint-Jacques. Alors nous citions la découverte du tombeau de Saint-Jacques bien avant, mais c'est le premier texte qui nous raconte que le certain Théodomir, 15e évêque du temps du roi Alphonse le Chaste, comme Dieu voulut révéler, faire connaître au très noble et saint homme Théodomir, le dit évêque, la sépulture du très saint apôtre Jacques, ce lui fut notifié au très illustre et saint roi Alphonse, et le roi Alphonse, je résume, va à Saint-Jacques, prie Saint-Jacques, etc. Bien. Puis, il choisit le nom du lieu, et enfin, ce sont les 4 dernières lignes. Et Théodomir, 15e, fut fait premier évêque du siège de Saint-Jacques apôtre du temps de Charles, roi de France, et d'Alphonse le Chaste, roi d'Espagne. Puis Alphonse le Chaste retourna dans les Asturies afin de rencontrer Charlemagne, roi de France, mais il était mort. Donc voilà, vous voyez ce texte, qui est une chronique du siège du diocèse d'Iria, qui va devenir diocèse de Compostelle, qui unit la découverte du tombeau, un évêque, le roi, qui à l'époque était à Oviedo, et Charlemagne. Alors Charlemagne, vous le connaissez bien, là je vous ai trouvé, vous voyez à droite, une image de Charlemagne qui a oublié de se raser apparemment, on le voit bien. Nous savons par la vie de Charlemagne, par Eguinard, qu'il y a eu une seule entrée de Charlemagne en Espagne en 778. Le roi Charles est entré en Espagne pour venir en aide au gouverneur musulman de Saragosse contre l'émir musulman de Cordoue. Puis bon, on ne bouge pas une armée comme ça du jour au lendemain. Et donc, quand Charles a traversé les Pyrénées et arrive pas très loin de Saragosse, là on est dans l'histoire, eh bien, il reçoit des émissaires du gouverneur musulman de Saragosse qui s'est rabiboché pendant ce temps-là avec l'émir de Cordoue et qui lui fait des tas de cadeaux et lui dit c'est pas la peine de rester. Et c'est au retour que son arrière-garde subit l'attaque, la fameuse attaque de Roncevaux. C'est tout ce que nous avons. C'est la seule entrée de Charlemagne en 778. Et souvenez-vous, parce que ça va être important pour la suite de l'histoire, qu'il est mort le 28 janvier, donc au début de l'année 814. Voilà Charlemagne. Charlemagne, vers l'an 1000, eh bien, il intéresse en particulier les empereurs allemands, la famille des Othons ou Othonides, vous avez là Othon III, et vers l'an 1000, ils vont faire des fouilles à Aix-la-Chapelle, raconter qu'ils trouvent dans une crypte une tombe, mais il y a aussi une espèce de trône comme ça, et que Charlemagne était assis encore, sa momie évidemment, sur ce trône en question et que Othon, à ce moment-là, aurait changé simplement, lui aurait mis une aube blanche, que les ongles de Charlemagne avaient transpercé le gant et que donc Othon lui avait coupé les ongles. Tout ça, c'est raconté par un évêque allemand dans une chronique du début du XIe siècle. Donc, il y a un intérêt pour Charlemagne. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire, il y a un intérêt pour Charlemagne. Là, on n'est pas dans le domaine espagnol, en Allemagne. Un intérêt qui se fait aussi en Italie. En Italie, un certain Benoît, un moine du monastère de Sant'Andrea de Sorate,
qui est à côté de Rome, écrit une chronique vers l'an 1000, à peu près à la même époque. Donc là, on est en Italie. Et dans cette chronique, une vie de Charlemagne, notre moine Benoît transforme Charlemagne en pèlerin de Jérusalem. Dans l'histoire de Benoît de Sorate, Charlemagne est parti pour aller à Jérusalem. Il s'est arrêté au Caire. Je vous signale que le Caire, la ville a été fondée au début du Xe siècle, mais ce n'est pas grave. Il s'arrête au Caire et, accompagné par le gouverneur musulman du Caire, ils vont à Jérusalem. Là, à Jérusalem, donc, Charlemagne prie beaucoup. Et puis, au retour, il passe par Constantinople, toujours dans cette chronique-là, et il ramène de son pèlerinage, on va dire, entre Jérusalem et Constantinople, d'abord des reliques de Saint-André, ça intéresse notre monastère, pour dire que les reliques de Saint-André ont été apportées par Charlemagne, vous me suivez, mais Charlemagne a aussi rapporté, des objets de la Passion du Christ qu'il a été déposé à Saint-Denis. La couronne d'épines, la fameuse couronne d'épines que vous avez là, dans son... il a rapporté les clous. Alors si vous voyez un peu l'image qui est à gauche, vous avez une épine de la couronne d'épines, vous voyez un clou et vous voyez d'autres restes, d'autres reliques. Donc là aussi, ça intéresse Saint-Denis, l'abbaye de Saint-Denis, on est toujours au XIe siècle, pour dire qu'elle possède des reliques qui ont été apportées par Charlemagne à la suite du pèlerinage qu'il a fait à Jérusalem. On est au XIe siècle, Charlemagne est à la mode. Bien. À cette époque-là, en Espagne, voilà, je vous ai mis une petite carte de l'Espagne. En orange, vous avez les chrétiens, ce qu'ils occupent à l'époque, et en vert, vous avez la partie qui est occupée par les musulmans, avec, je ne sais pas si vous la voyez, une ligne bleu foncé, presque au milieu. Ce sont les conquêtes qui vont avoir lieu au cours du fin XIe et XIIe siècle principalement. On est à l'époque du côté Castille et Léon, de deux rois importants, Ferdinand Ier et Alphonse VI, son fils. Et c'est l'époque où, à Compostelle, on va avoir pas mal de changements. Vous voyez, on est toujours fin XIe. Rappelez-vous, dans le reste de l'Europe, on parle beaucoup de Charlemagne. Ici, ce qui nous intéresse, c'est Saint-Jacques. Le tombeau a été découvert plus de 2 siècles avant, 2 siècles et demi avant à peu près, dans les années 830, par là, un peu plus, un peu moins, mais à peu près à cette époque-là. Et il faut attendre justement cette époque, fin du XIe siècle, pour trouver le texte que nous avons lu en premier, c'est-à-dire le premier récit des circonstances de la découverte. Et ça, c'est le Chronicon Iliense, c'est le deuxième texte que je vous ai indiqué ici, et la construction d'une nouvelle église, d'une énorme église, que l'on peut voir encore à condition d'y entrer. Elle a été recouverte par la suite par, à l'époque baroque, par une chape baroque, un peu comme si on avait plaqué un coffre baroque au-dessus d'une église romane. Outre cette église, on va revenir sur les circonstances. Vous avez à gauche, en haut à gauche, l'évêque qui va devenir archevêque de Compostelle, Diego Gelmírez. Eh bien, outre cela, la cathédrale va se doter d'une série de textes. À partir de 1077, vous voyez, pendant un siècle à peu près, alors la Concordante Altares qui raconte la découverte proprement dite du tombeau, avec un ermite Pélage qui aurait vu des étoiles au-dessus d'un bosquet, qui aurait averti l'évêque Théodemire, etc. La chronique que nous avons lue au début, qui reprend cette histoire-là, tous ces textes sont écrits probablement dans l'école épiscopale ou cathédrale et s'authentifient mutuellement. Le tumboa, c'est-à-dire le premier cartulaire,
L'histoire compostellane, alors l'histoire compostellane, en fait, c'est l'histoire de l'archevêque que vous voyez en haut à gauche, par lui et pour sa plus grande gloire, tout ce qu'il a fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le texte que j'ai souligné, le fameux Codex Calixtinus. Le Codex Calixtinus, c'est un livre, alors codex ça veut dire livre simplement, où les feuillets, au lieu d'être en rouleaux, sont découpés et reliés, cousus entre eux. Alors ce codex, attribué au pape Calixte, il est compilé, c'est-à-dire que les textes qui s'y trouvent, sauf pour les appendices, sont antérieurs à 1140. Ça c'est important à retenir. Il est divisé en 5 parties, qu'on appelle des livres. Premier livre, liturgie en l'honneur de Saint Jacques, des sermons, hymnes, messes. Bon, c'est tout le fondement de la dévotion à Saint Jacques. Une deuxième partie, le livre des miracles, 22 miracles opérés par l'apôtre Saint Jacques, un peu dans toute l'Europe et sur terre et sur mer pour montrer la puissance de l'apôtre. Un troisième livre ou partie qui sont les récits de la translation. Parce que, bon, nous savons tous, parce que c'est dans les Actes des Apôtres, que Saint Jacques a été martyrisé à Jérusalem. Comment se fait-il que 800 ans plus tard, on le retrouve au fin fond de la Galice? Donc, on va expliquer la translation par ses 2 disciples, Athanase et Théodore, dans une barque miraculeusement conduite par Dieu pour traverser toute la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, remonter jusqu'en Galice, parce que Saint Jacques voulait reposer là. Ces 3 premiers textes sont des textes vraiment pour fonder le pèlerinage, le sanctuaire de Compostelle. Puis tout à coup, un texte qu'on appelle l'Historia Turpini, l'histoire de Turpin, parce que c'est attribué au fameux Turpin, et qui raconte l'histoire de Charlemagne. Bizarre, et qui est immédiatement suivi par un 5e livre, au 5e partie, qui n'a pas de titre et qu'on appelle le Guide du pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1930 seulement, depuis que Jeanne Vieillard l'a publié sous ce titre-là. Dans le Codex Calixtinus, c'est une partie qui n'a pas de titre. Je vous le signale, donc vous m'entendrez parfois dire le 5e livre, parce qu'effectivement, il ne s'appelait pas à l'époque Guide du pèlerin. Et puis ça, c'est le cœur, disons, de cet ouvrage. Et puis, dans les années suivantes, à partir de 1170, pendant au moins 20 ans, on va ajouter des appendices. Et je vous signale que c'est dans ces appendices-là qu'apparaît le nom d'Éméric Picot. Ce qui veut dire qu'il n'appartient pas à la génération des textes qui ont été repris ou qui ont été mis dans le codex auparavant. Bon, ça c'est un détail. Alors, que nous raconte l'histoire de Turpin? Ah, l'histoire de Turpin nous raconte que Charlemagne, je crois que je l'ai à la suite, voilà. Charlemagne dormait tranquillement. Dans son lit, vous voyez, il a gardé sa couronne pour qu'on le reconnaisse bien. Et 3 nuits de suite, lui apparaît Saint Jacques. Ah, vous avez Saint Jacques, je vous ai montré 2. Et Saint Jacques montre à Charlemagne, eh bien, un chemin d'étoiles, vous l'avez là aussi, dans le ciel, un chemin d'étoiles qui allait de la Frise à la pointe de la Galice. Et Saint Jacques dit à Charlemagne, va libérer mon tombeau des mains des infidèles. Bon, il a fallu qu'il s'y reprenne à 3 fois. Mais dans cette histoire, eh bien Charlemagne se met à la tête, là il est en queue, mais c'est pas grave, de son armée. Là vous avez évidemment les cavaliers et les piétons, les fantassins. Il se met en tête de son armée. Il va vivre, alors le texte ne parle pas beaucoup de la traversée, on imagine depuis Aix-la-Chapelle la traversée de la France, ce n'est pas le problème, mais arrivé en Espagne, alors plein de batailles, des grandes anecdotes, il lutte contre les morts, il arrive devant Pamplune, la ville est aux mains des musulmans, la
n'a jamais été aux mains des musulmans, mais c'est pas grave, hein, dans cette histoire-là, elle est aux mains des musulmans. Et au bout de 3 jours de siège, les murailles s'effondrent toutes seules. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Bon. Alors on continue notre chemin. On arrive à Monjardin, un peu plus loin, là, toujours en Navarre actuelle. Et là, les deux armées musulmanes et chrétiennes vont se rencontrer. Et le matin de la bataille, parce que quand même on ne se bat pas en pleine nuit, le matin de la bataille, toute une partie des chevaliers chrétiens, eh bien, ils ont une grande croix rouge sur leur habit. C'est ceux qui mourront à la bataille et qui dormiront le soir même au ciel. C'est la croix du martyr. On continue, les armées se retrouvent face à face à Nájera, et là ils décident plutôt de se massacrer, de nommer chacune un champion. Et donc les chrétiens nomment évidemment Roland. C'est l'armée de Charlemagne, il y a son neveu Roland, donc c'est lui qui s'y colle. Et côté musulman, un Turc immense appelé Ferragut. Premier jour de combat, donc combat singulier. Hein. Premier jour de combat, ils sont à égalité, il n'y a pas de vainqueur. Deuxième jour de combat, pareil, pas de vainqueur. Mais la nuit suivante, nous raconte ce texte, eh bien, un chrétien qui savait l'arabe entend deux musulmans dire que Ferragut, il est invincible, sauf en un point de son anatomie, son talon d'Achille, si je peux dire, se trouve dans son nombril. Et donc le lendemain, évidemment, que fait Roland? Il vise le nombril. Et du coup, c'est les chrétiens qui gagnent. Hein. Je vous signale que Roland transperçant le nombril de Ferragut, vous le trouverez entre autres sur la façade de la cathédrale d'Angoulême. Il y a 3 portails, vous verrez, si vous allez à Angoulême, le portail de droite, vous verrez hein, la lance qui est en train de pénétrer le nombril de Ferragut. Bon, alors on continue comme ça jusqu'à Compostelle, donc Charlemagne, là on ne sait plus très bien s'il libère le tombeau, s'il le découvre, c'est pas grave, il arrive après jusqu'à Finistère, pratiquement jusqu'à la mer, et là il lance sa lance, hein, parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Bien, nous savons maintenant pourquoi ce texte a été créé à Compostelle. Il a été créé pour des raisons politiques, de politique ecclésiastique. Parce que vous savez qu'à la fin du XIe siècle, il y a un pape qui s'appelle Grégoire VII qui veut réformer l'Église. Il devient pape, ça fait à peu près 20 ans qu'il y a eu la séparation entre le patriarcat de Constantinople, ceux que nous appelons les orthodoxes, et le patriarcat de Rome, les catholiques. Et donc Grégoire VII, il a bien l'intention d'organiser son patriarcat, la chrétienté romaine, d'obliger tout le monde à adopter le rite romain, d'obéir à Rome, etc. Il est évêque de Rome, et lui, il n'est pas du tout d'accord avec l'idée qu'il y a un autre siège apostolique en Occident. Saint Jacques étant un apôtre, s'il est enterré à Compostelle, Compostelle est forcément un siège apostolique. Donc le pape, depuis Rome, dit que non, c'est pas vrai, que Saint Jacques n'a jamais évangélisé l'Espagne, que Saint Jacques n'est pas enterré là. Bon, ça c'est mauvais pour les affaires, vous serez d'accord avec moi. Et donc, on va inventer, et c'est une invention de l'église de Compostelle, on va inventer que c'est Charlemagne qui a découvert le tombeau. Et sur les injonctions de Saint Jacques en personne. Charlemagne, c'est un empereur fait par un pape. L'apôtre lui apparaît à lui. Hein, il arrive jusqu'au bout de l'Espagne. Vous ne pouvez pas nier que Saint Jacques soit enterré en Espagne. Hein? Donc voilà la raison de créer tout à coup un texte qui attribue à un étranger, Charlemagne,
c'est pas un Espagnol, qui attribue à un étranger la découverte du tombeau. Deuxième intérêt, eh bien, c'est que le chemin qu'on nous raconte, là, Pamplune, Estella, parce que Monjardin est à côté d'Estella, Nájera, Sahagún, etc., c'est attribué à Charlemagne la création du chemin de Saint-Jacques. Et c'est pour ça que le livre 5 suit le livre 4, ce qui est logique, mais disons que ce que nous appelons le guide du pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle, là vous avez la première feuille, la première page, suit immédiatement l'histoire de Charlemagne. C'est une entreprise de marketing. On a créé, si on peut dire, un produit, parce que depuis les années 1070, les rois créent tout le long du chemin que nous appelons français, le chemin des Francs, des étapes, en donnant des privilèges pour les étrangers qui s'y installeraient, parce que l'Espagne a commencé ce que nous appelons la reconquête, elle a besoin d'occuper le terrain, elle a besoin d'hommes, elle a besoin qu'il y ait une immigration. Donc il faut attirer les gens sur ce chemin terrestre, et on les attire en leur disant « Venez, venez, vous allez mettre vos pas dans les pas de Charlemagne. » Vous me suivez, j'espère. Donc, double intérêt, à la fois pour l'Église vis-à-vis de Rome, qui est restée bouche bée d'ailleurs. Elle n'a pas répondu pendant à peu près 800 ans. Fin du XIXe siècle, elle a reconnu que Saint-Jacques était enterré à Compostelle. Elle a mis du temps pour réfléchir. Mais bon. Donc, intérêt ecclésiastique et intérêt aussi politique de la part des rois dans le nord de l'Espagne pour attirer des gens. Donc là, c'est la raison. Et le chemin de Saint-Jacques, comme ça que l'on explique aux pèlerins, est jalonné d'événements. Là, vous avez les murailles de Pamplune qui s'effondrent. Ici, vous avez l'histoire de Ferragut. Vous voyez le grand géant turc, il est là, avec Roland qui enfonce sa lance dans le nombril du géant turc. Ici, c'est à Sahagún que ça se passe. Les deux armées vont aussi se retrouver. On va laisser passer la nuit, naturellement, pour se battre le lendemain matin. Et les chevaliers chrétiens ont fiché leurs lances en terre pour éviter que la partie métallique, évidemment, ne rouille pendant la nuit sur le sol. Et on passe la nuit en veille, en prière et tout. Et le lendemain matin, un certain nombre de lances avaient fleuri. C'est celle que vous voyez derrière. C'était la palme du martyr, les lances de ceux qui mourraient en combattant les musulmans. Vous avez ici l'ange qui apparaît quand Charlemagne est au bord de la mer. Il lui dit, voilà, tu es arrivé au bout, voilà Charlemagne, ici, tu es arrivé au bout. Et ici, vous avez au retour, eh bien, la mort de Roland à Roncevaux. Le texte, je vous le signale, le texte de l'entrée de Charlemagne en Espagne, écrit donc face à Rome, va délivrer mon tombeau des mains des infidèles, a dit Saint Jacques dans ce texte, à Charlemagne. Ça, c'est exactement l'appel du pape Urbain II à Clermont-Ferrand en 1095 pour aller délivrer le tombeau du Christ. Ça nous permet de dater ce texte de cette époque-là. Donc d'avant la fin du XIe siècle, ce texte espagnol, qui fait venir Charlemagne, il a un double avantage, c'est que Charlemagne avait déjà été envoyé comme pèlerin à Jérusalem, vous vous souvenez, par Benoît de Sant'Andrea e Sorate. Maintenant, on va en faire un pèlerin de Saint-Jacques, mais on va en faire en même temps un modèle de croisé, puisque sur son chemin, il lutte contre les musulmans. On a tout ce jeu-là. Je vous signale que la chanson de Roland, le texte le plus ancien que nous ayons est de 1030, c'est-à-dire presque 40 ans après cette invention compostellane de Charlemagne allant à Compostelle sur les ordres de Saint-Jacques. Bien.
Alors, effectivement, hein, nous avons ici... Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Ben, ça va choquer, cette histoire-là, elle va choquer en Espagne. Hein. Bon. Le premier texte du roi Alphonse II le Chaste, dont nous avons parlé, hein, il arrive à Saint-Jacques, c'est le premier texte que nous ayons sur la découverte du tombeau sur place, 834, hein, et il est venu, il dit adorer donc, hein, comme patron et seigneur de toute l'Espagne. Hein. Saint-Jacques, dès 834, est le patron de l'Espagne. Et puis voilà qu'on attribue la découverte de son tombeau à un étranger, à l'empereur Charlemagne, qui avait bien l'intention, lui, les Francs avaient bien l'intention de poursuivre leur marche vers le sud, vers l'Espagne, donc c'est l'ennemi, les Francs sont les ennemis. Ce qui fait que tout de suite, à l'époque, donc 10 ans, 15 ans après la rédaction du texte, qui est dans le Codex Calixtinus, nous avons l'anonyme auteur de l'histoire Silence qui explique par ailleurs, avec une telle ruine, en dehors de Dieu le Père qui vient avec insistance châtier les péchés des hommes, personne de nation étrangère n'a aidé l'Espagne pour autant qu'on le sache, pas même Charles, dont les Francs affirment faussement qu'il prit certaines villes aux païens sous les monts Pyrénées. L'histoire n'était pas faite pour devenir une partie de l'histoire officielle de l'Espagne, disons. Hein. Vous avez vu dans quelles circonstances ça s'était créé. Mais ça a créé tout de suite, non, pas du tout, Charlemagne en Espagne, pas question. Là, je vous disais, la chanson de Roland, le plus ancien manuscrit, vous l'avez là, il est des années 1030-1040, hein, et vous savez que c'est un manuscrit incomplet, on n'a pas le début, on en a seulement une partie du texte, il est postérieur à notre histoire de Charlemagne. Bon, donc, à Compostelle, malgré les critiques espagnoles, on a attribué à Charlemagne, et c'était tout, hein, pour dire, voilà, Rome ne peut pas nier que c'est un siège apostolique, point final. Mais voilà qu'en 1164, Frédéric Ier Barberousse, que vous avez là à gauche, vous savez que c'est la grande époque de la querelle entre le pape et l'empereur pour l'investiture des évêques, etc. Il veut faire canoniser son ancêtre Charlemagne. Ça fait bien quand même, hein, dans la dynastie, c'est pas trop mal. Et on va effectivement, bon à l'époque Rome n'a pas encore réussi à obtenir le monopole des canonisations, et il va donc réunir des évêques de l'Empire pour faire canoniser Charlemagne. Sur quelle base peut-on faire canoniser Charlemagne? Ben voyons, sur le fait que Saint Jacques lui est apparu et qu'il a découvert son tombeau. Et effectivement, pour cette occasion, on réécrit une vie de Charlemagne dans laquelle toute l'histoire que je vous ai racontée là, hein, de Charlemagne, de la campagne de Charlemagne, arrivant en Espagne, etc., entre comme vie de Saint Charlemagne. Donc voilà, Charlemagne sanctifié grâce au texte qui avait été écrit pour d'autres finalités, évidemment, hein, en Espagne. Et alors du coup, pour fêter, si on peut dire, cette canonisation, on va doter Charlemagne d'une châsse splendide. Hein. Vous voyez, je vous ai mis deux images, en haut à droite et à côté, la châsse de Charlemagne qu'on peut toujours voir à Aix-la-Chapelle. Elle est à peu près de l'époque 1180, à peu près 1170-1180. Et le reliquaire du bras de Charlemagne, en bas, il est au Louvre, mais il a été créé à Liège en 1165-1170. Et puis vous avez des représentations, vous le voyez là, de Charlemagne avec le nimbe de la sainteté. Saint Charlemagne est là. Bien, cette histoire, alors que le texte que nous appelons le Guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle n'a jamais été copié, on n'a pas de copie. C'est-à-dire, il n'a pas été vraiment diffusé. Il s'est probablement diffusé en partie oralement, mais en revanche,
l'histoire de Charlemagne entrant en Espagne, luttant contre les Sarrasins, ça a mais vraiment nourri tout l'imaginaire européen. C'est ce qu'on appelle le cycle carolingien. On trouve des sagas de Charlemagne jusqu'en Norvège, en allemand, en italien, tout. Et ça donne lieu en France, entre autres, le roman de Mahomet, vous l'avez ici en bas à droite. Et toute l'Europe se met à rêver des campagnes de Charlemagne. On écrit les enfances de Charlemagne, dans lesquelles on raconte que, chassé par ses demi-frères, il avait trouvé refuge à Tolède et qu'il était tombé amoureux de la fille de l'émir qui s'appelait Galliana. On se met à rêver de princesses sarrasines tombant amoureuses de chevaliers chrétiens. Ou de belles chrétiennes enlevées par des sarrasins et emmenées Dieu sait où. Tout l'imaginaire, pas seulement dans les épopées, tout l'imaginaire européen vit de ces aventures plus ou moins merveilleuses, basées sur le texte dont nous avons parlé. Au XIIIe siècle, les rois de France adopte Charlemagne comme le fondateur de la dynastie des rois de France. On le pourvoit d'un passeport français, on lui donne la nationalité française. Charlemagne devient français. Charlemagne devient non seulement, et c'est Saint Charlemagne déjà, devient non seulement le fondateur de la dynastie, mais l'histoire de Turpin, vous vous souvenez, le fameux 4e livre, devient une partie des grandes chroniques de France. Une partie de l'histoire de France. Là, vous avez, par exemple, Charlemagne qui dort, qui voit les étoiles dans le ciel, et Saint-Jacques vient lui expliquer de quoi il s'agit. Saint-Jacques en rouge. Ça, c'est la représentation sur le portail d'Angoulême de Roland, avec sa lance qui transperce, vous voyez, Ferragut au niveau du nombril. La mort de Roland ici, telle qu'elle est racontée avec Charlemagne qui était déjà en train de redescendre vers Valcarlos, le pauvre Roland s'époumonnant avec son corps. Et le méchant Ganelon disant que non, 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 il ne se passe rien. Tout ça devient une partie de l'histoire de France. Puisqu'on a adopté Charlemagne, forcément, on va adopter cette partie-là. Dans les grandes chroniques de France, je vous ai mis une petite partie, quand l'empereur Charlemagne eut conquis tous ces terres et toutes ces étranges régions, cités et châteaux sans nombre, d'une mer jusqu'à l'autre, par l'aide de notre Seigneur, et qu'il les eut soustraites des mains des mécréants et convertis à la foi chrétienne, comme là-dessus l'histoire a dit, il fut moult travaillé et débrisé. Une nuit, il regarda vers le ciel et vit un chemin d'étoiles qui commençait. Et comme il lui semblait, de la mer de Frise et se dressait entre l'Allemagne et la Lombardie, entre la France et l'Aquitaine, entre le Pays basque et la Gascogne, entre l'Espagne et la Navarre, tout droit en Galice, là où le corps de Monseigneur Saint-Jacques reposait sans nom et sans mémoire. Tandis qu'il était une nuit en cette pensée, un homme, plein de plus grande beauté que nul ne pourrait le dire, lui apparut et lui dit ainsi : « Beau fils, que fais-tu » Et Charlemagne lui répondit : « Sire, qui es-tu » Et nous avons toute l'histoire, là en vieux français évidemment, mais toute l'histoire qui avait été créée presque 2 siècles plus tôt en Espagne à Compostelle. L'histoire continue. Les Valois, qui deviennent rois de France au XIVe siècle, eh bien, ils sont dévots de Saint-Jacques.
Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont pris en particulier le patronage de la chapelle axiale de la cathédrale Saint-Jacques, la chapelle du Saint-Sauveur, qui est connue depuis lors comme chapelle du roi de France. Et lorsque Charles V, le sage, a voulu faire un sceptre pour son fils, pour le couronnement de son fils quand il lui succéderait, ce sceptre a miraculeusement échappé à la Révolution française. Il est conservé au Louvre aussi. Vous avez le haut du sceptre, je vous l'ai montré, là vous êtes à gauche, Charlemagne, évidemment, c'est devenu l'ancêtre des Français. Et sur le pommeau, vous avez 3 scènes tirées de l'histoire de Charlemagne et de Saint-Jacques. Vous avez l'apparition de Saint-Jacques à Charlemagne, pour lui dire d'aller délivrer son tombeau. Vous avez l'histoire des lances qui avaient fleuri, qui étaient les lances de ceux qui seraient martyrisés, si on peut dire, pendant la bataille. Et vous avez une bataille, si on peut dire, à la mort de Charlemagne, entre Saint-Jacques, qui vient réclamer l'âme de Charlemagne, que des diables étaient déjà prêts à emporter en enfer. Vous voyez cette utilisation du texte compostellan pour la politique française. En France, effectivement, on est sous les Valois, il est représenté. Par exemple, vous l'avez ici à la cathédrale de Moulins. À Saint-Cernin, à Toulouse, il ne reste plus que cela, mais à la fin du XIVe siècle, on a fait faire un splendide reliquaire, parce que Toulouse affirme qu'elle a tout le corps de Saint-Jacques, qu'il n'est pas à Compostelle, mais qu'il est à Toulouse. Donc on a fait un splendide reliquaire, et on a fait un reliquaire pour le chef de Saint-Jacques, en plus, pour son crâne. Bon, ça a disparu pendant la Révolution, donc ce qui reste est dans cet endroit-là, mais on a une dévotion, on avait non seulement rapatrié Charlemagne depuis l'Allemagne, on rapatrie Saint-Jacques vers Toulouse, et vous avez ici à Châlons-en-Champagne, à Notre-Dame-en-Vaux. Alors, là, ce cercle-là ne devrait pas être là. Vous avez Saint-Jacques. Alors, ce n'est pas la bataille de Claviroux, comme on dit, c'est une bataille inventée aussi. Vous avez Saint-Jacques. Mais derrière Saint-Jacques, avec la couronne, vous avez Charlemagne. C'est une des batailles de Charlemagne avec l'aide de Saint-Jacques. En Espagne, il y a des opinions diverses. Alphonse X le Sage, le roi de Castille, au milieu dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, explique que, à l'époque du roi Alphonse le Chaste, l'empereur Charles ayant régné déjà pendant 46 ans en France, alors qu'il se trouvait en Allemagne afin de se préparer pour venir en Espagne et étant occupé à ça, tomba malade et mourut en un lieu appelé Aix-la-Chapelle, qui est en Allemagne. Et il fut enseveli très honorablement dans un tombeau très honorable et bien fait, où étaient peintes, ça c'est intéressant, toutes les batailles qu'il avait gagnées, mais du côté du tombeau qui était tourné vers les Pyrénées de Roncevaux, où il avait été attaqué et vaincu par les Espagnols, pas par les Basques, par les Espagnols, il n'y avait aucune peinture. Et ils firent cela parce qu'il en revint sans honneur et sans aucune vengeance. Donc un refus de l'histoire de Charlemagne allant jusqu'à Compostelle. En revanche, Juan Fernández de Heredia, qui lui écrit du côté aragonais, pas du côté castillan, mais du côté aragonais, nous explique aussi l'histoire. Une nuit, alors que Charlemagne se reposait, lui apparut en habit resplendissant l'apôtre Saint-Jacques, frère de Saint Jean l'évangéliste, etc. Et donc, nous a accepté, vous voyez, en Espagne, il y a les deux tendances, alors qu'en France, c'est devenu une partie de l'histoire de France. On saute quelques siècles, nous voici au XVIe, XVIIe siècle, avec la grande rivalité entre l'Espagne et la France. Alors, il faut bien se dire que les Habsbourg, eh bien, ils sont empereurs
en Allemagne. Leur famille est possessionnée en Autriche. On possède ici ça. Ils possèdent la Bourgogne, ils ont la Franche-Comté, ils ont les Flandres, ils sont en plus empereurs. Et en se mariant avec l'Espagne, eh bien, ils ont l'Espagne, ils ont évidemment la Sardaigne, tout le sud de l'Italie, la Sicile et l'Amérique. Et au milieu, nous avons le royaume de France. Bon, Charles Quint, François Ier. Vous savez qu'on dit que François Ier aurait demandé dans quel codicile du testament d'Adam il était écrit que le monde devait être partagé entre les Espagnols et les Portugais. La rivalité va augmenter avec le protestantisme. L'Espagne va se faire la championne du catholicisme. Elle va défendre Rome, la chrétienté catholique, alors que la France accepte les protestants. Il y a même un roi qui est passé du protestantisme au catholicisme. Bon, je ne sais pas s'il a dit que Paris valait bien une messe, mais enfin, ça ne nous donne pas un très bon catholique, vu du côté espagnol. Et donc, à l'intérieur de cette rivalité, de cette tension politique entre la France et l'Espagne, à Compostelle, on se rend tout à coup compte avec horreur que Compostelle, l'apôtre patron des Espagnes, Saint Jacques, ils ont une histoire qui dit que son tombeau a été découvert par un Français. Charlemagne, évidemment, puisque Charlemagne a un passeport français depuis quelques siècles, il est définitivement associé à la France. Oh, mais c'est pas possible. Notre apôtre, la découverte du tombeau, etc. Le père Juan de Mariana, que vous avez en bas à gauche, qui écrit une histoire officielle de l'Espagne qui va être traduite en français, en anglais, etc., qui va rester pendant longtemps une histoire officielle du pays, explique l'histoire de Charlemagne à la Compostelle est une pure fable qui n'a nulle vraisemblance et nul fondement dans l'histoire, comme je pourrais le montrer par diverses preuves qu'il est inutile de rapporter. Bon, on est d'accord avec lui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vu l'horreur que représente le fait d'attribuer à un Français, l'ennemi, la découverte du tombeau de Saint-Jacques, en 1609, les chanoines de Compostelle retirent le livre 4 du Codex Calixtinus. Donc, ils enlèvent la reliure, ils retirent les cahiers de parchemin qui contiennent le livre 4, ils refont une nouvelle reliure, ils recousent donc, et du coup le livre 5, l'histoire de le guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle, si vous voulez, devient le livre 4. On gratte pour enlever le 4 et mettre pour enlever le 5 et mettre un 4 à la place. À partir de 1609, le Codex Calixtinus, livre fondamental pour le pèlerinage, ne comporte plus l'histoire de Turpin. Bon. Donc, après 1609, voilà comment il se présente. 3 livres purement espagnols, liturgie en l'honneur de Saint Jacques, le livre des miracles, les récits de la translation, et on passe directement à un itinéraire pour les pèlerins. Notre guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle et les appendices restent là, évidemment. Ce refus de Charlemagne en Espagne, il n'est pas partagé par tout le monde, et au XVIIIe siècle, les hagiographes, ceux qui écrivent les vies des saints, ce sont des jésuites, les bollandistes, ils sont à Anvers surtout, et ils font une œuvre énorme que nous utilisons toujours maintenant, qu'on appelle les actes des saints, les acta sanctorum, dans lesquels, pour chaque jour de l'année, ils ont été chercher tous les récits des saints,
parce qu'en plus, pour chaque jour, il y a plusieurs saints, hein, des saints. Et pour le 28 janvier, évidemment, eh ben, on a la vie de Charlemagne, qui est toujours notre histoire Turpini, là, notre histoire du Codex Calixtinus. Hein. Saint Jacques lui est apparu, il a pris la tête de son armée, il a traversé l'Espagne, il a découvert le tombeau, enfin bon. C'est toujours là. Et vous voyez des images, là, les deux que je vous ai mises à droite, la dévotion à Saint Jacques, hein, au XVIIIe, XIXe siècle encore, elle est très grande, à Saint Charlemagne, dévotion à Saint Charlemagne. Bon. En revanche, les historiens français du XIXe siècle, les grands historiens qui écrivent des histoires de France, vous avez Guizot, Michelet, Lavis, refusent cette histoire, disent non, Charlemagne n'a jamais été, en dehors de 778, l'histoire de Roncevaux, la première que nous avons vue, tout ça, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, la campagne de Charlemagne à Compostelle, non, 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 tout ça, ce sont des fables, hein, ils le disent tous les uns après les autres, mais les philologues, eux, eh ben, ils vont faire leur beurre. Ils vont étudier le texte. Mais quel texte? Rappelez-vous que depuis 1609, le texte n'existe plus à Compostelle. Ils vont donc étudier le texte dans les grandes chroniques de France. Et dans toutes les épopées, les sagas dont je vous disais que ça avait nourri l'imaginaire jusqu'au Roland Furieux, hein, l'Orlando Furioso et tout ça c'est basé là-dessus. Ils vont donc étudier ce texte-là en se disant non, 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 c'est pas possible que ce soit une invention, il doit y avoir un fondement historique, c'est... Non, 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 il y a certainement, il s'est passé quelque chose, voyons voir, parce que non, 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 non. Là, en France, on n'invente pas ce genre de truc. Alors, bon, il est mort, oui, début 814. Alors, dans la vie des Guinards, la dernière année de la vie de Charlemagne, il devait être malade. Il n'a pas dû sortir beaucoup d'Aix-la-Chapelle. Donc, il n'y a pas... C'est en 813 qu'il est allé à Compostelle. On va remplir ce trou et on fait aller Charlemagne en 813 à Compostelle. C'est la base de toutes ces histoires, l'histoire de Charlemagne, etc. Hein, bon. Donc vous avez depuis Gaston Paris, hein, qui a commencé par travailler sur Roland, mais ensuite à partir des grandes chroniques de France. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi ce texte a été considéré comme un texte français. Parce que l'original avait disparu. Et on ne savait même pas qu'il avait existé. Et cette idée qu'il y a un fond historique véritable, eh bien, elle se poursuit au XXe siècle, par exemple par Joseph Bédier, hein, dans les légendes épiques, il a ces 3 volumes, il a un volume entier dédié au cycle de Charlemagne, où il dit, ben voilà, Charlemagne a été en Espagne et tout, il doit y avoir, ça doit être vers 813, et puis ensuite, les auteurs ont embelli l'histoire, etc. Mais on cherche toujours un fondement. Je reviens vers l'image qui est tout à fait à gauche. Le père Fidel Fita, un Espagnol, a publié en 1882, mais il le publie en France. C'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Le texte du dernier livre du Codex, celui que nous connaissons comme Guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. Il publie le texte latin. Alors imaginez-vous, des gens qui travaillent sur l'histoire de Charlemagne, qui n'existe à l'époque que dans les grandes chroniques de France, donc qui est considéré un texte français. Voilà que tout à coup, ils peuvent lire le 5e livre qui raconte un itinéraire, évidemment, basé sur le chemin suivi par Charlemagne, l'histoire du chemin français. D'où tout de suite, on va dire, ah ben voilà, le texte qui vient du Codex,
En fait, il a été copié sur l'histoire de Charlemagne française. Vous me suivez? Puisqu'il parle des mêmes événements, etc. C'est donc un texte français. Et Jeanne Vieillard, que vous avez là, publie en 1938 ce livre qui avait été publié par le père Fita, c'est-à-dire le dernier livre du Codex Calixtinus. Elle le publie en l'appelant Guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. Elle publie la version latine qui avait déjà été publiée donc par Fita et elle publie la traduction en français. Elle émet l'hypothèse, elle dit que c'est un texte écrit par un Français, mais c'est logique puisque ça se rattache à un texte qui n'existe à l'époque qu'en français. Et elle dit, donc, ça doit être un auteur français, c'est pour ça qu'il parle de 4 chemins en France. On ne sait pas très bien lequel. Alors, dans le Codex Calixtinus, il y a pas mal de Français qui sont, d'auteurs de l'époque, qui sont cités dans le livre et dans les annexes, et le seul dont on ne sache rien, c'est Émeric Picot. Ah ben ça doit être lui. Comme on connaît les œuvres des autres, mais elle le met sous forme d'hypothèse. 15 ans, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était qu'une hypothèse devient une affirmation. Ce livre-là, il a été écrit par Émeric Picot. On va même jusqu'à dire tout le codex a été écrit par Émeric Picot, qui a dû se retourner dans sa tombe. En 1949, c'est le texte que vous avez à droite. Je n'ai pas trouvé de photo de l'auteur. Un certain Marcelin de Fourneau, c'est aussi un philologue, il est spécialiste de Cervantes, donc du XVIe siècle espagnol, et il est le directeur de l'Institut français à Madrid. 1949, c'est encore l'époque franquiste, dure, après la guerre et tout. Eh bien, il écrit, il doit en avoir marre d'entendre les Espagnols dire que l'Espagne est la réserve spirituelle de l'Europe. Et il écrit « Les Français en Espagne au XIe et XIIe siècle » pour dire que ce sont les Français qui ont créé le chemin de Saint-Jacques. Alors, il ne va pas jusqu'à parler de Charlemagne, mais il attribue tout aux Français. Les Français ont apporté la réforme grégorienne, les Français ont... Alors, c'est majoritairement Cluny pour lui quand il dit les Français. Ils ont apporté l'épopée. Ils ont apporté le chemin français, etc. Bon, on est toujours, vous voyez, dans cette ligne-là où on part du fait que le seul texte qui unisse Charlemagne à Saint-Jacques, il n'est plus qu'en français dans les grandes chroniques de France. En Espagne, on a fait des fouilles dans les années 1879-1884 parce qu'on est en pleine époque positiviste et ce que la science ne démontre pas n'existe pas. Et donc tout ce qui était une question de foi jusqu'alors, Saint-Jacques est enterré là, il faut démontrer. Alors on fait des fouilles, on découvre, alors ce que vous voyez là, c'est juste à la verticale du maître-autel, un tombeau romain, ça tombait bien, du 1er siècle, avec 3 niches, ça c'était parfait, Saint-Jacques et ses 2 disciples, Athanase et Théodore, sauf que le tombeau était complètement vide, et on ne peut quand même pas penser à une résurrection dans ce cas-là. Mais ils se sont souvenus que derrière le maître-autel, on avait, à un moment donné où on craignait que les anglicans, avec Sir Francis Drake, ne viennent profaner l'église, vous savez, ils ont ravagé les côtes de la Galice, eh bien, on avait enterré tous les ossements derrière le maître-autel. Ils fouillent derrière le maître-autel, ils trouvent effectivement un coffre plein d'ossements. La faculté de médecine en face parvient à reconstituer 3 squelettes, à peu près, bon, qu'il y a des petits bouts, mais c'est pas grave, 3 squelettes masculins. Un des squelettes, il lui manquait un morceau de mandibule. Or, nous savons que vers 1130, eh bien, une relique de Saint-Jacques, morceau de mandibule, avait été donnée par l'archevêque de Compostelle à l'évêque italien de Pistoia.
Alors on a été chercher la mandibule de Pistoia et pour voir si ça marchait. Et ça marche. Bon, ça prouve, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout au plus que les ossements trouvés à la fin du XIXe siècle étaient à Compostelle au début du XIIe, mais on ne peut pas aller plus loin. Hein, on ne peut pas remonter au-delà. Bon. Donc ils ont fait des fouilles, mais ça a suffi pour convaincre le pape Léon XIII, qui, par la bulle Deus Omnipotens du 1er octobre 1884, raconte toute l'histoire des fouilles, toutes les analyses qui ont été faites sur les ossements, et authentifie les ossements trouvés comme étant ceux de Saint Jacques, Athanase et Théodore. Et il enjoint, à la fin de la bulle, non seulement les chrétiens à le croire, c'est pour ça que je vous disais, hein, entre le moment où ça avait été mis en doute à la fin du XIe siècle, il suffisait d'attendre la fin du XIXe, le temps de l'Église et pas le nôtre, pour que les évêques de Rome reconnaissent ça. Et Léon XIII enjoint tous les chrétiens, vous avez la bulle à gauche, tous les chrétiens de repartir en pèlerinage à Saint-Jacques. On a fait d'autres fouilles d'ailleurs, hein, vous voyez, dans le début de la seconde moitié du XXe siècle, hein, vous avez toute la nef. Hein. Là, on a trouvé quelque chose de très important qui est la pierre tombale de Théo de Myre, notre fameux évêque du premier texte, hein, et qui dit qu'il a découvert le tombeau. Il ne parle pas de Charlemagne hein, sur la pierre tombale, mais au moins c'était la première preuve que le texte, qui est postérieur de 2 siècles et demi à la découverte, avait quand même un certain fondement historique. Et puis voilà que dans les années 1960, par je ne sais quel miracle, dans les archives de la cathédrale compostellane, quelqu'un passe sa main sur une haute étagère. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Le 4e livre. On avait retrouvé la partie du codex qui avait été enlevée en 1609, la fameuse Historia Turpini. Alors, on a fait, évidemment, c'est dans un état épouvantable, avec des trous mangés par les souris, enfin bon, mais on a restauré le parchemin, et le philologue Manuel Diaz y Diaz, que je vous ai mis ici, va écrire un gros bouquin, là, hein, sur le Codex Calixtinus, toute une étude qu'on appelle diplomatique et codicologique. Hein. Ça veut dire quoi? C'est l'étude du matériel. C'est le même parchemin que celui qui a été utilisé pour les autres parties du Codex Calixtinus. C'est le même cadre d'écriture. Hein, celui qui allait écrire sur sa feuille de parchemin, il faisait un cadre, et puis il faisait des lignes. Le même nombre de lignes pour chacune des feuilles. La même encre, on fait des analyses de l'encre. Il n'y a que 2 mains, donc 2 copistes qui ont travaillé. Ça permet aussi de savoir qu'il ne s'agit pas d'un document nouveau, sinon de la copie de documents plus anciens, donc il n'y a pas de rature et tout, enfin bon. Et au terme de toute cette grosse étude qui est donc expliquée dans le livre que je vous ai montré, eh bien, on a réinstallé l'Historia Turpini à sa place dans le Codex Calixtinus. Et le livre 5, le guide du pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle, a retrouvé sa place après le livre 4. Maintenant, nous savons que cette histoire de Charlemagne associée à Saint-Jacques, eh bien, son origine est en Espagne, elle n'est pas en France. Alors, on a fait des études, évidemment, une fois que c'était fait, que toutes ces études avaient été faites. Hein. Alors, il y a une édition du Codex en latin par le gouvernement de la Galice, et puis une histoire
une étude sur cette Historia Turpini, hein, qui montre que c'est la fusion d'un premier texte des années 1090-1100 et d'un autre de 1120-1130. Le premier texte, c'est face à Rome, quand la cathédrale veut montrer que Saint-Jacques est bien enterré là, donc on va sortir Charlemagne de son tombeau pour le faire aller comme pèlerin et comme croisé jusqu'à Compostelle. Le texte des années 1120-1130, c'est pour dire que c'est Charlemagne qui a fondé l'église de Compostelle, parce que c'est l'époque où Compostelle est en rivalité avec Tolède pour être le primat des Espagnes, ou l'église primatiale des Espagnes. Bon. On a fait des études aussi, c'est celui-là, sur le guide du pèlerin. Et là, on s'est aperçu que ces textes, les textes du guide du pèlerin, ils ont été rédigés avant 1127. Hein, et je vous rappelle que le codex a été compilé entre 1140 et, copié entre 1140 et 60. Comment est-ce qu'on sait que le guide du pèlerin, donc le 5e livre, date d'avant 1127? C'est précis, hein, quand même. Eh bien, parce que dans le chapitre 3 ou 4, je ne sais plus, il parle des grands hôpitaux. Il cite le Saint-Gothard, il cite l'hôpital de Jérusalem, et il cite l'hôpital de Sainte-Christine du Somport. Pas un mot de Roncevaux. 1127, c'est la date de fondation de l'hôpital de Roncevaux. Si l'hôpital avait existé, il aurait été cité. Donc, pour vous montrer un petit peu le genre de travaux que nous faisons maintenant qui se font actuellement, hein, et les appendices, donc des textes divers ajoutés entre 1170 et 1190, vous voyez les dates, dont une hymne attribuée à Émeric Picot et une fausse lettre d'Innocent II. Regardez les dates aussi, il était mort en 1143. Une fausse lettre d'Innocent II qui authentifie Calixte comme auteur du texte. Il n'a jamais rien écrit. Le texte est compilé des années après la mort du pape Calixte. Et qui dit que le livre a été apporté par Émeric Picot. Tout ça, ce sont des documents inventés. Le Moyen-Âge a une imagination folle. E si non è vero, è ben trovato. Pour authentifier justement tous ces textes dont nous parlons. Ces études prouvent que le codex est une œuvre faite entièrement à Compostelle. Alors n'oublions pas que, à cette époque-là, les grandes cathédrales possèdent des écoles dans lesquelles viennent des maîtres et des élèves d'un peu partout. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Bologne, etc. Et donc, on peut très bien attribuer des parties du fameux itinéraire, le livre 5, celui qu'on appelle le guide du pèlerin, à des étudiants ou des maîtres d'origine du nord des Pyrénées. Il ne faut pas non plus le prendre trop au sérieux, ce livre. Tout le monde sait ce que le livre dit des Basques. Bon. Tous les ans, il y a des plaintes, tous les ans actuellement, il y a des plaintes sur des hôtels ou des hébergements qu'on a loués et ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait et on a été mal reçu et j'avais demandé d'avoir la vue sur la mer et je ne l'ai pas eu, et etc. Celui qui a écrit le texte, moi je le vois très bien avec ses compagnons. Ah, toi qui reviens et tout, qui est passé par là, tu nous écris sur la traversée là, du Pays Basque. Ah non, m'en parlez pas. M'en parlez pas, ils sont horribles, etc. Enfin, il faut le voir comme ça, il ne faut pas le prendre comme une opinion générale et tout. C'est un livre qui est écrit pour la plus grande gloire de la cathédrale de Compostelle, mais par des êtres humains.
et qui à un moment donné, alors vous avez un Poitevin qui est là, il nous fait un chapitre absolument délirant sur le Poitou, qui est la plus belle région du monde. Mais c'est logique. Hein? Je crois que derrière, il faut voir les gens. Il ne faut pas le prendre comme parole d'évangile, il faut voir les gens. Donc le Codex est une œuvre compostellane, mais grâce à cette histoire de Charlemagne découvrant le tombeau de Saint-Jacques grâce à l'apparition de Saint-Jacques, depuis déjà Charlemagne, en l'an 1000, devenu pèlerin de Jérusalem. À la fin du XIe siècle, avec l'histoire de Tourpini, Charlemagne est pèlerin et croisé à Compostelle. Nous aurons ensuite la chanson de Roland, puis Saint Charlemagne en 1164. Eh bien, Charlemagne est devenu un mythe européen et vous savez qu'on donne le prix Charlemagne depuis 1950. C'est un prix civil qui récompense les mérites pour l'unification européenne. Et à qui on doit tout ça? À Saint-Jacques. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous passe le micro. D'abord, je voudrais remercier Madame Rucois pour cette conférence et son humour dans cette présentation qui est finalement une affaire de réputation. Une affaire de réputation et la force de la réputation, c'est bien connu, c'est ce qui porte les nouvelles. Et donc Saint Charlemagne est un saint qui a un prix civil et laïque. Je trouve que c'est pas mal. Il y a probablement des questions. Le micro est à vous. Avez-vous quelques questions sur cette conférence qui nous a éclairé sur l'histoire de l'Europe aux confins du premier millénaire et du deuxième millénaire? C'est stupéfiant cette histoire de Saint Charlemagne. Ah oui? À quel moment les Européens commencent à parcourir les chemins de Saint-Jacques et est-ce qu'effectivement il y a une prédominance du chemin de Saint-Jacques en France ou est-ce qu'en vérité, parce que la tradition c'était qu'on partait de chez soi, quoi, donc, mais est-ce que c'est quand même quelque chose de français ou c'est vraiment il y a des gens qui partaient d'Allemagne, voire de Suède ou que sais-je? Je vais répondre, mais il me faut le micro. Alors, le pèlerinage commence dès l'annonce de la découverte, c'est-à-dire, donc on situe la découverte vers 830, mais dès la seconde moitié du IXe siècle. Alors, Charlemagne mort en 814, la découverte du tombeau 830, de toute façon là ça ne marcherait pas. Mais dès la seconde moitié du IXe siècle, au début du Xe, on a le témoignage d'un pèlerin allemand qui dit qu'il a été guéri de sa cécité à Compostelle. Au milieu du Xe siècle, on a le voyage de Godescalc du Puy. Dans la seconde moitié du Xe siècle, on a l'évêque excommunié, il faut dire, mais enfin bon, c'est pas grave, il était devenu évêque, il avait 5 ans, papa lui avait trouvé un petit boulot. L'évêque de Reims, excommunié, qui est à Compostelle. À la fin du siècle, vers 980, on a Saint-Siméon qui vient d'Arménie. Donc vous voyez tout de suite, c'est un pèlerinage international tout de suite. Le fameux 5e livre commence en disant il y a 4 voies, tout le monde le sait, qui mènent à Compostelle. Il y en a une qui part de Saint-Martin de Tours. Attention, il ne cite pas les villes, il cite des sanctuaires. Il y en a une qui part de Saint-Martin de Tours, une de la Madeleine de Vézelay, une voie qui part de Notre-Dame du Puy et une voie depuis Saint-Gilles d'Arles. Bon. En fait, après, quand on lit la suite,
il ne va décrire véritablement en disant il faut visiter, il y a le chapitre 8 qui s'appelle Visitandum est, il faut visiter tel sanctuaire sur la route. Il ne décrit véritablement que la route de Tours et la route d'Arles. Et ensuite, tous les récits de pèlerins. Vous avez vu le gros livre là-bas qu'on nous avait commandé, j'ai fait ça avec 2 collègues, 70 récits de pèlerins. On n'est jamais passé par une route du Puy, une route de Vézelay. Il n'y en a jamais eu jusqu'au milieu du XXe siècle. Parce que quand on voit une montagne depuis l'époque romaine, on la contourne. On ne traverse pas le Massif central. Donc, voie de Tours, voie d'Arles, et c'est les seules qui sont vraiment décrites et les seules que les pèlerins ont empruntées tout au long de l'histoire. Alors on dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit il y a 4 voies? Vous voyez? Bonne question, mais je ne vais pas dire, je vous remercie de l'avoir posée. Question suivante. En fait, là, ce qui est important, d'abord, il choisit des sanctuaires. Alors ça, c'est logique, parce que si vous voulez recruter des pèlerins, vous allez à un endroit qui sont déjà des grands lieux de pèlerinage. Saint-Martin-de-Tours, bon. Mais il n'y avait que 4 grands lieux de pèlerinage à l'époque. Il y en a beaucoup plus. Où est le Mont-Saint-Michel, où est Rocamadour, par exemple. Bon. Alors du coup, une fois qu'on est arrivé à cette conclusion-là, on se dit, mais au fond, ce qui est peut-être important, c'est le chiffre. 4. 4, symboliquement, c'est quoi? Alors 4, c'est les 4 saisons, évidemment. Les 4 bras de la croix, la Trinité plus l'homme, enfin on a toute une série de symboles, mais surtout les 4 points cardinaux. Ce texte n'est pas un guide géographique comme on en fait maintenant, c'est un texte symbolique qui nous dit que des 4 points cardinaux, on doit s'acheminer vers Saint-Jacques de Compostelle. Ce qui fait qu'il ne faut pas les voir comme véritablement des routes tracées géographiquement et tout. C'est à partir de 1950, la Société française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, eh bien, elle a pris ce texte, non pas dans le sens symbolique dans lequel il faut le prendre, encore un peu positiviste, ils l'ont pris dans un sens littéral. Il dit qu'il y avait une voie de Notre-Dame-du-Puy. Bon. Ah tiens, là, il y a une chapelle dédiée à Saint-Jacques. Là, il y a un pont. Là, on sait qu'il y avait un ancien hôpital. Enfin, les hôpitaux, il y a les hôpitaux partout, pour tout le monde. Bon. Et ils ont comme ça créé un chemin du Puy et un chemin de Vézelay. Donc, deuxième moitié du XXe siècle, ça c'est la vitalité du pèlerinage fait qu'on fait de nouvelles choses, mais fidèle à l'histoire du pèlerinage, vers 1100, on annonce que le chemin de Saint-Jacques a été créé par Charlemagne, qui était mort des siècles plus tôt. Et bien en 1950, on annonce que le chemin du Puy qu'on est en train de créer a été créé par Godescalc du Puy en 950. On dote les créations d'une ancienneté. C'est très amusant, parce que ça s'est toujours fait dans l'histoire de ce pèlerinage. Et on a besoin, ensuite il y a une question de publication. Je vous parlais de la création du chemin de Saint-Jacques avec l'histoire de Charlemagne comme d'un produit presque touristique qu'on essaye pour attirer des gens. On continue à le faire. Mais bon, nous savons quand même qu'au Moyen-Âge, la symbolique est très importante. Donc en fait, les 4 voies, ce n'est pas 4 voies matérielles. C'est des 4 points cardinaux, il faut aller à Saint-Jacques. Je ne sais pas si là j'ai à peu près. Autre question. Vous avez évoqué tout à l'heure Roland et la bataille de Roncevaux. Bon, ça n'a rien à voir avec Saint-Jacques. Mais certains auteurs ont distingué le gendre
que Roland n'aurait pas existé, cette bataille non plus. Mais est-ce qu'il y a eu des recherches sur le terrain du côté du col di Bagnetta, Roncevaux, pour savoir s'il y a eu des morts, comme il y en a eu une quantité sûrement. C'était l'arrière-garde, soi-disant, de l'armée de Charlemagne qui avait été attaquée par les Vascons, mais on n'en est pas sûr. Est-ce qu'il y a eu des fouilles récemment qui ont confirmé que la bataille avait eu lieu? Pierre Narvaez, il a écrit quelque chose là-dessus en 1970 par là, ou 80, dit qu'elle a eu lieu cette bataille, mais personne n'a confirmé. Merci. Alors, vous vous souvenez que je vous avais donné le texte d'Eguinard. Eguinard, c'était un compagnon de Charlemagne, et dans la vie de Charlemagne, qu'il écrit peu de temps après la mort d'Udi Charlemagne, en général, il fait le panégyrique de Charlemagne, tout le monde est allé rendre hommage à Charlemagne, on venait de partout pour rendre hommage. Si Eguinard mentionne qu'il y a eu même une escarmouche, pas forcément une bataille, mais qui a été perdue par une partie de l'armée de Charlemagne à Roncevaux, on peut supposer que oui. Il ne pouvait pas le passer sous silence, mais bon, en général, c'est plutôt le contraire qu'il raconte. Donc on peut supposer qu'effectivement, maintenant, la taille de la bataille... Alors, il donne toute une série de noms de personnages de l'entourage de Charlemagne qui seraient morts à ce moment-là, c'est possible. Et il y en a un qui est effectivement Roland. Maintenant que Roland soit le neveu de Charlemagne, etc., bon ça, tout le reste c'est de la légende, on a brodé là-dessus. Mais cette première pénétration, vous savez, les Francs, quand on les étudie, on voit les Francs qui descendent depuis la Germanie. Ils arrivent donc en France, ils sont arrêtés à la Loire par les Visigoths, alliés aux Romains. Et puis à Vouillers, ils vont battre les Visigoths, obliger les Visigoths à se replier au sud des Pyrénées, sauf la Septimanie, qui reste encore visigothique. Mais les Francs, ils n'ont jamais perdu l'envie de continuer à aller plus loin vers le sud. Les Germains, autrefois comme maintenant, ils veulent aller passer leurs vacances sur les plages de la Méditerranée. C'est ça les grandes invasions en fait. Donc, quand Charlemagne, parce qu'il n'arrive pas après à passer plus loin, ils ne sont pas arrivés à prendre la Narbonnaise, quand il est appelé au secours par l'émir de Saragosse, il dit « c'est le moment ». C'est là qu'il entre et c'est effectivement au retour qu'il est attaqué. Alors, sans doute par des Bascons, parce qu'il y a cette crainte, cette méfiance du franc, en général, des francs, de la part des populations qui habitent là. Il va donc perdre. En 801, il vit encore, mais c'est plus lui qui mène la campagne. Ils vont réussir leur pénétration, mais par la Catalogne. Ça va devenir la marche d'Espagne. Ils vont prendre Gérone, fin du 8e siècle, et en 801, ils prennent Barcelone. Parce qu'il y a toujours ce désir des Francs. C'est pour ça qu'en Espagne, l'histoire de Charlemagne qui va découvrir le tombeau, un Franc qui va découvrir le tombeau, il y en a beaucoup qui se sont opposés à ça. Donc on peut supposer que oui, il s'est passé quelque chose à Roncevaux. Maintenant, je ne crois pas qu'ils aient jamais fait de... Il y a un silo qu'on appelle le silo de Charlemagne. Il faudrait que j'arrive à aller en arrière. Qui ne date pas de l'époque de Charlemagne, mais qu'on appelle, vous le voyez ici, ça, on appelle ça le silo de Charlemagne. C'est une drôle de construction. Et là, on a découvert dans le sous-sol beaucoup d'ossements. Mais cette construction, elle est du XIIe siècle. Est-ce qu'elle est construite sur quelque chose ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un ossuaire, par exemple, de pèlerins qui seraient morts
Si on suivait cette route, enfin de là, c'est comme quand on arrive depuis l'abbaye, difficile à savoir. Mais enfin, à Roncevaux, on vous montre quand même, hein, n'oubliez pas, un rocher sur lequel Roland a cassé Durandal.